Apéro spécial USA versus reste du monde. Bam. Le combat. Bam. N'empêche. Oh là 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 là, on s'installe. Moi, j'aime bien cette discussion. Ah, moi j'adore. Je la trouve intéressante et je la trouve de plus en plus d'actualité. Yes. Nous sommes sur la chaîne YouTube de Trash Talk et on est là pour provoquer l'oncle Sam. Et oui, vous avez vu la grande question et on a besoin de vos avis, on va en débattre en long et en large. Alex, les gens, mesdames et messieurs, c'est les Américains, le reste du monde, c'est qui les plus forts? Il est à qui le sport? Il est à qui le basketball? Il a changé. Ouais, il a changé, mais il est à qui surtout? Maintenant. Va savoir. On va installer évidemment le contexte, on va tout faire, on va développer, on va vous proposer évidemment des 5 majeurs parce qu'en ce moment il y a des performances de zinzin qui sont réalisées par des joueurs dont le nom de famille finit peut-être pas par Son mais plutôt par Itch. Ou Is. Ou Is, tout à fait. Ou Id aussi. C'est clair. On aura l'occasion de débattre de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses en ce moment qui se passent avec les joueurs non américains en NBA. Donc c'est un petit peu l'invasion. Mais attention à ne pas sous-estimer les David Américains. Stern est fier. Tout à fait. Non mais c'est vrai. Pourquoi Alex il est fier? Il est fier parce que il est pas tout seul à l'origine de l'internationalisation de la NBA, mais enfin il a bien travaillé pour. Grandement responsable, l'ancien Dirlo de la NBA. Il a voulu, ça, il a travaillé pour, sur une base d'abord très business, très développement, très expansion, mais ça donne aujourd'hui au niveau sportif un niveau de ligue qui est assez hallucinant et qui est en bonne partie nourri par des joueurs non américains qui débarquent et qui font mais attendez. C'est nous les plus forts ça maintenant, va, ok? en fait. En fait, aujourd'hui, qu'on se retourne en américain ou en international, Tu vois? je sais pas. En fait, les derniers MVP, on regarde, les derniers défenseurs de l'année, on regarde aussi. Enfin, tu vois, genre. Ça commence à devenir compliqué. C'est vrai, hein? Et justement, on va parler de tous ces détails, on va parler des franchise players, mais aussi de la globalité, c'est-à-dire la profondeur de talent, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut donner des avantages et des inconvénients. Avant ça. Oui, effectivement. Petit point promo sur cette vidéo, vous les avez déjà vus, les copains de Rhino Shield. Regarde, je le montre bien à la caméra. Ouais, c'est beau. On a des belles coques de téléphone. Devant moi. Oui, qu'est-ce que tu as, Alex? J'ai du Bulls Vintage. J'ai du Boston Vintage. Oui, c'est la collection NBA Vintage d'ailleurs qui est sortie récemment. C'est vintage. Moi, les Spurs, j'aime bien. Comment je peux faire? Tiens, je vais le mettre là. Ouais, tiens, ça va tenir ça. Ça tient bien ça. Je fais la déco. Hop, Boston. Je mets Boston? Allez, je mets Boston. Allez, tu mets Boston. J'ai Golden State. Vintage également. Toi, c'est pas vintage, toi, c'est City Edition. J'ai du vintage Spurs, magnifique, les couleurs Fiesta qu'on adore. Lakers vintage, ça c'est les Lakers de Magic Johnson, tu vois. Magnifique. Ça c'est les Lakers de Magic. Ça c'est beau, voilà. Ça c'est beau. Lakers de Magic, tiens, je vais les mettre là. Tiens. Ce qui est sûr et certain, c'est que avec le code Trash Talk que vous allez voir et qu'on va faire apparaître tout de suite. Bien sûr. Mon cher Léon, c'est avec le code Trash Talk, vous allez notamment dans la Descro et sur les prochaines heures, vous pouvez bénéficier d'une chouette petite réduction sur le site de Rhino Shield. Donc, moi perso, je vous le dis, ça fait déjà des années, vous me voyez troller, mais avec mon téléphone, bien évidemment, moi j'ai ma protection. T'as quoi toi? Moi j'ai un tout simple, vraiment tout transparent. Ok, non pas moi. Moi tu vois, j'ai quelque chose de propre, de beau, avec une très belle franchise. Avec des vintage grandes également. Tout à fait. Vintage également. Il y a écrit 1968, c'est la date de création des Suns. Cette année-là, on jouait mieux que cette saison. Et la date de naissance d'Alex. On jouait mieux que cette saison. Ah non, merde, ça tient bien. Voilà. Eh oui, justement. C'est solide. C'est qu'on peut tester la solidité. Et pour celles et ceux qui veulent notamment ajouter des petits gadgets, on a vu des grips aussi qui ont été proposés. Ça se fout derrière le téléphone si vous voulez le prendre d'une main comme ça. Comme alley-oop de Giannis Antetokounmpo, j'ai envie de dire. Je suis un pro du grip, moi. Ça va être séquencé celle-là, je peux te dire. Là, tu le colles derrière ton téléphone du drip, Alex. et tu peux regarder tes vidéos YouTube de Trash Talk comme ça, là, boum, avec ton téléphone, c'est trop pratique. Exactement, donc n'hésitez pas à foncer si vous voulez, que vous soyez fan de joueurs internationaux ou américains, vous allez dans la Descro et il y a évidemment un petit sponsor avec Trash Talk sur le site de Rhino Shield. On va parler de ce sujet en long et en large. Les joueurs internationaux, les joueurs non américains face aux américains. Alex, replaçons le contexte. En ce moment, t'en as parlé, t'en as écrit, on a parlé sur TikTok, on a parlé dans les cafés, on en parle dans tous les jours, tous les soirs. On a des superstars qui sont en train de dominer les questions individuelles et ce ne sont pas forcément des joueurs américains comme on a pu le voir pendant des décennies en NBA. Ah non, clairement pas. D'ailleurs, déjà, un des trucs les plus symboliques, tu prends... Quel est le dernier MVP américain? Steph Ouais. Harden. Ouais. 2018. Ouais, merci.
C'était un joli Donc, quiz. Donc, en 2019, Giannis Antetokounmpo. En 2020, Giannis Antetokounmpo. En 2021, Nikola Jokic. En 2022, Nikola Jokic. Et en 2023, Et en 2023, il y a une bataille en ce moment qui est énorme avec des Américains et des non-Américains. C'est fou. Rien que déjà sur la question du MVP, c'est dingue. Est-ce que tu as des statistiques de cette saison sous les yeux ou pas ? Quelle saison ? De la saison 2022-2023. Je voulais savoir si tu étais capable de me trouver, s'il te plaît, le classement des meilleurs marqueurs de la NBA en 2022-23. Ah oui, je suis capable, bien sûr. Est-ce que tu es capable de me trouver ça ? Parce que j'ai l'impression que dans le haut, c'est-à-dire aujourd'hui les meilleurs scoreurs de la planète, mesdames et messieurs. Ah bah ils sont pas américains. Le meilleur scoreur américain, c'est Jason Tatum, à 30,8 points par match. Donc attention, c'est très sérieux. Il est 5e. Il y a qui devant ? Il y a Shai Gilgeous-Alexander, Canada, Giannis Antetokounmpo, Grèce, Joel Embiid et Luka Doncic. J'ai avancé Luka Doncic. J'ai pas eu le temps de donner la nationalité. Et Joel derrière, Embiid, citoyen de ce monde. Ce sont les 4 premiers. Et derrière, le top 10, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Le top 10 n'est constitué que de joueurs américains après derrière. Jason Tatum, Kevin Durant, Donovan Mitchell, LeBron James, Trae Young et Jaylen Brown en 10e. Et quand Steph est sur 2 jambes, il est là. Oui, puis attends, juste derrière, t'as des Booker, des Morant, t'as Kyrie qui est pas loin. Enfin, en fait, c'est ça qui va être assez intéressant d'ailleurs dans cette vidéo à regarder. C'est que le niveau des joueurs non américains qui jouent en NBA est de plus en plus élevé. Ce sont des joueurs qui maintenant rivalisent, je veux dire, genre il y a des postes où on est là, genre attends, le meilleur pivot, la discussion, tu n'as pas besoin de parler anglais, hein. Je le dis moi. T'es tranquille, hein. Tu peux parler d'autres langues, t'es d'accord ? Complètement. Quand tu pars sur genre qui est aujourd'hui le meilleur joueur dans un backcourt en NBA, il y a des non-américains qui vont débarquer dans la discussion, qui vont faire bonjour. En fait, c'est nous. Ouais, tu vois, genre, on a cité Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Rien que eux deux, déjà, bien sûr. Ils s'installent quand même fortement dans ce genre de discussion. Après, dans les ailes, c'est un autre délire. Et puis surtout, la profondeur, comme tu l'as évoqué. Évidemment, ça peut être un petit peu de cheer. Refaisons un petit point historique parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps et il y a des gens qui nous suivent que depuis récemment. On rappelle évidemment que gros boom, gros bing bang sur la planète basket et sportive. 1992, la Dream Team qui débarque à Barcelone. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Cette équipe de rockstars débarque et révolutionne tout. Du coup, une génération va naître. Toutes celles et ceux qui ont grandi avec des étoiles plein les yeux. Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, évidemment, Edo Turkoglu et compagnie, Yao Ming. On commence à avoir une émergence de joueurs, Steve Nash aussi, où tu n'es pas du tout obligé d'être américain pour dominer. Dans les années 2000, on commence à avoir l'émergence de potentiels garçons. C'est-à-dire qu'en 2000, on a du Steve Nash, double MVP canadien, Dirk Nowitzki qui va être MVP et MVP des finales, Tony Parker qui est MVP des finales, Yao Ming et Andrea Bargnani qui sont les premiers choix de draft non américains. Ouais, les numéro 1 de draft. Hein. Tout à fait. Mais on était sur des cas isolés dans la décennie 2000. On disait, bon, très bien, c'est des super phénomènes, et on va voir s'ils tiennent, mais est-ce que ça peut se prolonger sur la décennie suivante ? Et là, quand on arrive en fin de décennie 2010, regarde par rapport à il y a 10 ans. Début de décennie 2020 même, ouais. Mais aujourd'hui, il y a des franchises complètes, plusieurs, qui s'articulent autour d'un joueur non américain. Ce n'est plus une question de dire qu'il est potentiellement Tony et Pau Gasol, quoi. Non, complètement. Il y en a plusieurs et ce sont des équipes qui, genre, elles s'articulent autour de joueurs non américains et c'est pas pour jouer le play-in. C'est ça que je veux dire aussi. C'est qu'aujourd'hui, ton franchise player, son nom de famille finit en Hitch, en Is ou en Id, comme on rigolait. En O. Ou en O. Eh ben. En Pau. Non mais tu vois, en fait, oui. T'es pas là pour faire de la figuration. Et preuve en étant, c'est que les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont réussi à être champions NBA. Les Mavs de Dirk Nowitzki 10 ans plus tôt ont été également champions NBA. Donc les Mavs, c'est bien les Mavs de Dirk Nowitzki, hein, tu vois, genre. Et donc c'est une tendance qui, plus ça va, plus elle avance. Où tu regardes aujourd'hui, en haut de la conférence Ouest, il y a les Nuggets, le franchise player et le lieutenant. C'est pas Zeke Nagy.
Et voilà, le lieutenant aussi, hein, il n'est pas américain Tout à là-bas. fait, Jamal Murray, Canada. Donc, tu vois, c'est quand même important. Les Sixers de Joel Embiid, les Bucks de Giannis Antetokounmpo, les Mavs de Luka Doncic, tout ça. Bon, les Mavs, à voir au moment où on parle de cette vidéo. Je sais pas si tu fais des contenders quand même avec les Mavs, quoi. Faut non, bien sûr, peut-être rester calme quand même. Mais les Sixers, les Bucks, les Nuggets, non, mais bien sûr. sont des équipes, si elles arrivent en playoff à 100%, on va être là. Ok, donc il y a encore une fois des équipes avec des patrons non américains qui en fait ont peur de personne. Bien sûr, et on a vu sur les compétitions internationales récentes que il pouvait y avoir un petit peu plus de réduction de l'écart, parce qu'on a eu une gueulante, vous l'avez vu notamment sur Netflix, on a eu une gueulante américaine post 2004, 2005, le début des années 2000. C'est-à-dire qu'on a eu la Redeem Team, il y a LeBron, Kobe et d'autres garçons qui sont arrivés. On a eu la team de 2012 aussi. On a eu la Redeem Team, on a eu 2012, même 2016, ils ont été tout à fait sympathiques. Ils ont fait genre, ouais, en fait, vous êtes sympa, mais bon, bref. Et même les derniers JO, enfin, en fait, là, ils sont champions olympiques 4 fois de suite. C'est ça, oui. 8, 12, 16, 20. Ouais. On attend de voir ce qui va se passer à Paris, mais c'est vrai que tu as le sentiment d'avoir une réduction, parce que même s'ils continuent à bien jouer, le niveau des superstars est devenu tel que ce qui était avant vu comme un côté un petit peu... Tu sais, on disait les Spurs, c'est sympa, c'est un petit peu la Légion étrangère, un peu, on se dit genre, bon, bah, ok, il y a eux qui font leur petit délire, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est limite inquiétant si, en tant que franchise, scout, donc aller voir les phénomènes à droite et à gauche, bonjour Victor Wanyama, Ben oui, c'est pour ça, on va en parler. Tu ne peux pas avoir un œil uniquement sur les 50 États américains, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Quand une franchise NBA jette son dévolu sur un joueur européen et dit on va le drafter, on va le prendre, on va le développer, c'est notre avenir, personne... Enfin, les gens disent ok, pourquoi pas. Enfin, ils le jugent du coup comme pour un joueur de basket, ils sont pas en train de dire attends, arrêtez de déconner tout. Si, là on le voit avec Doncic, on le voit avec Jokic, on touche du bois, on va probablement le voir avec Victor Wembanyama, on l'a vu avec Giannis chez les Bucks. C'est-à-dire que maintenant, le modèle de recrutement et de travail et de formation des joueurs de basket est beaucoup plus planétaire, où avant c'était très américano-ricain. Les US, bien sûr. Maintenant... Non, mais tu peux venir de n'importe où, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, les jeunes et tout. En France, en si Chine, t'es fort, en fait. T'es fort, exactement. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et en plus, du coup, il y a le niveau des stars, parce que moi, je trouve qu'en termes de stars, je trouve que ça y est, les joueurs non américains rivalisent complètement en termes de niveau avec les joueurs américains. Tu prends les 10 meilleurs joueurs au monde, tu peux faire un 5-5 tout à fait sympathique. Ouais. Si aujourd'hui tu dois classer le top 10 des meilleurs joueurs qui évoluent en NBA, va y avoir quelques ricains. Et va y avoir quelques non américains. Clairement. Ouais. Et ça peut tout à fait être un 50-50. Ah oui, bien sûr. C'est tout à fait envisageable. Ou un 60-40, allez. Même pas. Hein. Enfin, je sais pas, il y a Jokic, Giannis, Doncic et Embiid déjà. Tu peux tout à fait les considérer dans un top 10 joueur NBA actuel. C'est ça. Et si sur les 8 saisons, vous considérez que Shai Gilgeous-Alexander fait partie des discussions, on va dire genre, voilà. Bah pourquoi pas. ouais, complètement d'accord. Siakam, c'est un peu court. Et c'est là où, tout à l'heure, tu ouvrais la porte un peu de la profondeur et tout. Ce qui est intéressant, c'est que même si je pense que pour l'instant, les joueurs non américains ont quand même... Il y a encore du retard sur la profondeur globale des joueurs, le niveau et tout. Ça s'améliore. C'est-à-dire que le joueur moyen, middle, qui n'est pas forcément franchise player, mais le bon gros lieutenant d'une équipe qui va aller au titre, ça peut tout à fait être un Pascal Siakam. Bien sûr. 2019. Enfin, il n'était pas lieutenant à l'époque en 2019, mais tu avais Marc Gasol et Serge Ibaka. Il était bien aussi quand même, bien sûr. Autour d'un joueur Kawhi, un joueur donc américain, évidemment, complètement. Et la star, bien accueillie par Lauri, américain, évidemment, mais c'est sûr. Mais tu avais Marc Gasol, Serge Ibaka et Pascal Siakam quand même dans cette équipe. Tout à fait. Et on le voit dans pas mal d'équipes qui sont titrées, il te faut ces joueurs-là. Juste les stats par rapport à la saison 2022-23, il y a 120 joueurs internationaux de 40 pays différents. Le record, clairement, il est pour le Canada et l'Australie. 120 sur 450, donc ça fait 27%. Quoi. Ça fait 1 sur 4, c'est ça, quasiment. Un peu plus, ouais. Et en fait, et notamment il le souligne bien la NBA, 30 équipes en NBA, chacune a au moins un joueur non américain. En fait, ce qui, moi, me fascine, c'est que, et tu as connu la NBA même avant moi j'ai grandi dans une NBA où en fait, notamment les joueurs internationaux étaient des joueurs qui étaient considérés snipers, pas très défensifs et marrants. Je schématise, mais c'était un petit peu le stéréotype qu'il y avait autour de ces gars-là. Les Européens sont techniques, les non-américains sont techniques, et donc c'est un stéréotype. Ils défendent pas trop. C'est Detlef Schrempf, c'est Sarunas Marčiulionis, c'est Dirk Nowitzki, c'est etc. C'était le stéréotype qu'il y avait.
c'est Dejan Bodiroga, c'est Antoine Rigaudot, enfin bref, ils ont dit genre merci mais non merci. Ouais, Marcelloni. Ça. Exactement. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, moi, ce qui m'hallucine, c'est que tu as une surpuissance athlétique et intérieure. Alors, il y a Luka Doncic, évidemment, on va en parler avec Shai Gilgeous-Alexander, qui sont énormes sur le backcourt, mais surtout, il y a cette dose intérieure qui est dingue. Jokic, Embiid, Giannis, Siakam, Lauri Markkanen, des Rudy, des Vucevic, Valanciunas, des Ben Simmons, évidemment, des Paolo Banchero, Franz Wagner. On est sur des gars complètement dingues. Et je sais pas ce que tu en penses, mais il y a une vraie évolution par rapport à ce qu'on avait avant, qui était plutôt... C'était pas très intérieur, quand même. On avait des Divac, des Pogazol et certains autres. Si, en fait, c'est des intérieurs, mais c'était pas le même dominants. type d'intérieur. On a eu quand même Sabonis, Divac, c'était des putains d'intérieurs. C'était pas des franchise players. Mais c'était pas des franchise players, et surtout... Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette NBA où tout semble porter sur le tir extérieur, moins de jeu au poste et tout, bah en fait, t'as des gros Européens qui arrivent Européens ou non américains en tout cas, qui arrivent à emmener loin leurs équipes en étant des joueurs intérieurs. Bien sûr. Ça, c'est assez intéressant. C'est nouveau. Des joueurs intérieurs techniques, mais pas que. Giannis est technique, mais on critique suffisamment son manque de réussite au lancer franc, au shoot en général, pour non plus ne pas le mettre dans la même catégorie que, je sais pas, que Embiid ou Jokic. Tu vois, faut quand même pas, c'est quand même pas le même genre de joueur. C'est pas le même donc ça, c'est vraiment beaucoup d'évolution, parce que toi, tu parlais de la NBA que t'es connu. Moi, j'ai carrément connu la NBA où un joueur non américain, bon bah déjà s'il est sur le banc et puis qu'il arrive à gratter quelques minutes, bah tant mieux, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, tu vois. Moi j'ai vraiment eu ça, tu vois. Dans les années 90, il y en avait quelques bons, on a vu Tony Kukoc qui a réussi à prendre de la place. Avant que Drazen nous quitte, il a fait des trucs énormes. Tu vois, après il y a Dirk qui est arrivé quand même, qui a assez rapidement été bon, peut-être pas dans les années 90, mais dès le début des années 2000 en tout cas. Donc non, ils sont là, mais ils sont des exceptions. Aujourd'hui, c'est ce que tu dis, il y en a 120 en NBA, donc c'est plus d'un quart du contingent de joueurs NBA, et en plus, sur ces 120, bah en fait, quand tu dis il y en a un minimum par franchise NBA, c'est que souvent, il est dans le 5 majeur, en fait. Il est bon, hein. En fait, c'est un joueur important, en fait. C'est pas juste pour remplir le staff. Hein. Tu vois ? Ah, bien sûr. Sur cette stat, si je parle notamment de 120 et que tu résumes bien en 1 sur 4, là, c'est quoi, 27% comme tu disais ? À peu près, hein, c'est un petit calcul mental rapide, quoi. Il y a eu souvent ce fantasme autour du All-Star Game, de vouloir faire une rencontre Team USA versus reste du monde. Oh, ça serait tellement bien. Et c'est sûr, ça reste un fantasme. C'est une des rares phrases que je peux prononcer sur cette chaîne, mais lorsque j'avais posé la question à Adam Silver, il y a quelques années, vraiment, la classe. La classe. Non mais vraiment, de souvenir, c'était un match qui avait lieu à Londres, et je posais la question par rapport au fait qu'il puisse y avoir un match reste du monde face aux États-Unis. La réponse qui était donnée à l'époque, et pourquoi je l'ai remis sur la table, c'est pour que les gens puissent avoir les infos, et je veux bien ton avis, c'est que Adam Silver disait ce serait injuste de créer un match où le pôle d'Américains qui représente 75% de joueurs devrait du coup grave se battre par rapport à un pôle européen où il y a encore un joueur sur 4. Donc difficile d'avantager autant les joueurs non américains, parce qu'on dit européens mais en fait c'est non américain parce que ça vient de différents pays. J'ai l'impression que la NBA pour le moment ne va pas trop bouger de ça tant qu'il n'y a pas une augmentation nette des joueurs internationaux en NBA quand même. Oui, d'ailleurs je comprends le raisonnement. C'est vrai que quand tu fais vraiment la liste, que tu prends les meilleurs joueurs américains à leur poste et les meilleurs joueurs non américains à leur poste, tu arrives beaucoup plus vite chez les non américains à des types qui ne devraient pas être All-Star. C'est ça. Alors que chez les Américains, c'est vrai que t'en as 3 par poste. T'en as 3 par poste plus ou moins qui peuvent être All-Star. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est une réalité. Bon, après, pour le All-Star Game, je comprends. Et puis, ça reste de l'imaginaire, ça reste du fantasme. Mais pour le spectacle, avoir Doncic, Gilgeous, Alexander... avec, c'est Giannis, Jokic, et puis il te faut un ailier où tu mets pas d'ailier, tu mets Embiid et Jokic pour rigoler, tu vois, un truc comme ça. Qui affronte ? C'est quoi, LeBron, Curry, KD ? C'est Curry, Tatum, KD, AD et LeBron. Ouais, c'est vrai qu'il serait en galère dessous. Par contre, sur les extérieurs, bonjour. Bah, de toute façon, on va faire le roster. Mais ce match-là... Non, mais ce match-là, il est énorme. Ah oui, évidemment que les gens veulent ce match-là. J'ai juste du mal à voir la NBA qui adore le spectacle et qui adore le show business du spectacle, le sport spectacle, vous appelez ça comme vous voulez, le sport spectacle business ou je sais pas quoi, vous appelez ça comme vous voulez. Je suis étonné que, dans le contexte du All-Star Game, je comprends parce qu'il y a les distinctions individuelles et tout. Je suis étonné que ce match-là soit pas proposé. Là, ils veulent faire des mid-season tournaments.
Tu sais que ce match-là, en match de gala à la con, là. Non, mais évidemment. Après, les joueurs, ils joueraient jamais à fond. Je sais ce qu'on va me dire. Ils vont pas risquer de se blesser dans un match de gala. Normal. En fait, ils ont essayé de le faire avec les jeunes. Ils ont essayé de le faire avec les jeunes, c'est moins marrant. Et mais c'est rigolo, quoi. Ils ont essayé de le faire au All-Star Weekend où on avait du Team USA versus International et on se disait, bon, bah, très bien, allez-y, démerdez-vous avec ça. Comme ça, on va voir un peu ce que ça peut donner. Il y a aussi, faut pas l'oublier, le fait que c'est pas la Mondial Basketball Association, mais c'est la National Basketball Association. Donc, s'il est question pour Adam Silver et pour l'Amérique de ne pas non plus trop s'exposer au fait que les non-américains sont en train de prendre la main. Tu veux dire qu'ils ont peur. C'est ça que tu veux dire ? Moi, je pense que Adam, you are scared, frérot. Non, mais je pense que, honnêtement, faut rappeler ça aussi. C'est quand même c'est la ligue américaine. Enfin, je veux dire, dans laquelle viennent jouer les meilleurs basketteurs au monde. Mais ils vont pas, à mon avis, modifier ça parce qu'ils ont vu qu'il y a eu 2-3 roustes quand même qui sont tombés. Hein. Lorsqu'ils ont fait ça avec les jeunes, il y en a 2-3 qui ont fait genre, en fait, on est vraiment nettement meilleurs. Si on regarde l'effectif, et je me permets par rapport au point que tu disais là, j'ai fait un petit peu un pool de joueurs non américains et américains. Spoiler, ne m'en voulez pas s'il n'y a pas votre joueur préféré qui est dedans, c'était juste pour avoir un début petite base. Chez les Américains, à la main, tu peux avoir du Stephen Curry, Kyrie Irving, Ja Morant, Damian Lillard, Trae Young. C'est propre. Chez les internationaux, tu peux avoir du Luka Doncic, Jamal Murray, Josh Giddey, Ricky Rubio, plein d'autres garçons, mais on parle de joueurs vraiment de niveau solide. C'est déjà pas mal. Chez les arrières américains, tu peux avoir du Donovan Mitchell, Devin Booker, Jaylen Brown, Anthony Edwards, rien que ça. C'est bien. Chez les non-américains, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Bogdan Bogdanovic, Evan Fournier, tout ce que vous voulez. Mais ça, comme tu l'as dit, très vite, sur le backcourt, on voit le manque de profondeur par rapport aux US qui ont des vrais problèmes là. Les bons joueurs, ce sont des role-players. Côté US, ce sont des franchises, voire des lieutenants, quoi. C'est ça. Gros. La plus grosse différence, je pense, elle va jouer notamment là-dessus, c'est sur les ailes. C'est poste 3. Poste 3, putain. Ouais, parce que poste 4, c'est quand même sérieux. Tout à fait. Américain, Tatum, LeBron, Kawhi, Paul George, DeMar DeRozan, rien que pour te parler d'eux. 100 mètres KD. 100 mètres KD qu'on va décaler en 4. Et chez les internationaux, tu peux avoir du Andrew Wiggins, OG Anunoby, Franz Wagner, Dion Brooks. Ouais. Qui est canadien, ou d'autres garçons. Évidemment, si vous voulez en ajouter d'autres, n'hésitez pas. Dans le secteur intérieur, c'est marrant. Kevin Durant, Zion Williamson, Julius Randle, Draymond Green, Jeremy Grant. C'est propre. De l'autre côté, Giannis, Siakam, Paolo Banchero, Lauri Markkanen, Ben Simmons. Ils sont sales, sur l'intérieur. Et c'est que le début. Parce que le poste de pivot, si tu mets Anthony Davis, Karl Anthony Towns, Bam Adebayo, la petite doublette à développer Jarrett Allen, Evan Mobley. C'est propre. C'est tout à fait propre avec Scottie Barnes, on verra ce que ça donne. Et alors là, par contre. Scottie Barnes, c'est pas un pivot, c'est ailier fort. Ouais, ok. Ouais, enfin, sur Nick Nurse, il est pivot. Jokic, Embiid, Vucevic, Rudy Gobert, Valanciunas, Clint Capella, DeAndre Ayton. Rien que Jokic, Embiid, en fait. Rien que Jokic, Embiid. 5 majeurs contre 5 majeurs, comme tu le disais tout à l'heure là. Luka, Shai, un Wiggins, tout ce que tu veux, ou un OG Anunoby, avec Giannis, Jokic et Embiid. Siakam en 3. Tout à fait. Face à un Curry, Ja, LeBron. Non, Curry, Paul George, où tu vois, tu mets un peu de taille, là, t'es obligé de mettre de la taille, t'as obligé le monstre en face. T'es obligé. Non, tu mets Curry, tu mets Paul George. En fait, il y en a un qui va finir sur le banc. Non, tu mets du Booker ou du Edwards, tu vois, un arrière un peu quand même. Où tu joues très grand. Athlétique. Et tu fais Curry, Tatum, LeBron, KD, AD. Curry, Tatum, LeBron, KD, AD. Pas mal. Attends, Kawhi. Kawhi, tu le mets à la place de. Tu vois, c'est chaud. Tatum. Non, ils ont une densité dans les ailes, les Américains, c'est exceptionnel. Et donc là-dessus, ça rejoint le propos que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais faire les 5, c'est que la profondeur américaine, il ne faut pas non plus l'oublier. Bien sûr. On le voit bien, les mecs viennent avec l'équipe B très souvent en compétition internationale, ils repartent avec le titre. Faut se dire les choses. On progresse, mais il y a de la marge. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont peur quand même. Tu vois, ils veulent pas faire le match. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que le gros changement, en fait, la profondeur, ça c'est clair, mais le gros changement, c'est que les meilleurs joueurs, en fait, les plus réguliers, les plus talentueux, les meilleurs défenseurs, les MVP, machin, plus ça va, moins c'est évident, quoi. Et tout ça, c'est avant la suite. C'est-à-dire, on va voir comment certains évoluent. Il y a des garçons, on s'y attend pas, et ils vont bien évoluer. Il y a le sentiment qu'avec les US, on va voir comment certains, les Kate Cunningham, les Evan Mobley, les Scottie Barnes, etc., vont bien évoluer. Et beaucoup de gens se posent des questions sur Scoot Anderson. On a Victor Wembanyama qui arrive. Ouais, tout à fait. Mais et d'autres garçons qui vont venir
d'autres pays. Je sais qu'il y en a qui suivent la formation espagnole qui est en train de nous réserver des futurs cracks sur la décennie 2020 et dans d'autres pays, même Amérique du Sud, dont on parle pas trop parce qu'ils ont eu une belle émergence argentine dans les années 2000, mais là qui va peut-être revenir. C'est peut-être que le début, c'est-à-dire peut-être que là on a un vrai beau passage dont on parlera à nos gosses, entre guillemets, c'est-à-dire moi j'ai connu la NBA où en fait les 5 meilleurs joueurs de la planète, ils étaient non américains. Quelqu'un vient me voir aujourd'hui et me dit les 5 meilleurs joueurs de la planète ils sont américains. Non, moi je lui dis regarde quand même les matchs. Je lui dis regarde quand même les matchs. Je lui dis tu as un peu forcé sur la bibine. Voilà, mais par doucement. contre, s'il me dit que dans sa course au MVP, il a Luka, Jokic, Embiid, Giannis et un autre gars derrière, putain, c'est quand même 4, tu vois. Surtout ce qui est intéressant, regarde Bastien, c'est que là t'as des joueurs vieillissants qui ils vont finir par passer la main. Je sais bien que LeBron et KD par exemple, ça les saoule. Kawhi, il a quand même 31 ans, Kawhi, Paul 31-32, Paul George aussi, Curry aussi, Lillard aussi, d'accord ? En fait, là on est en 2020, début 2023 quand on fait cette vidéo, ça va être qui les patrons en 2026 ? Ça va être Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Les patrons du futur. Parce que côté américain, ils ont qui comme patron là ? Ils ont Tatum. Il y a Tatum qui fait vraiment un boulot. Il y a Tatum. Ils avaient espéré pendant longtemps. Il y a éventuellement du Mitchell, du Booker ou du Edwards, on verra, mais... Celui qui devait porter le drapeau pendant très longtemps, c'était Anthony Davis avec Zion. C'était Anthony Davis. Anthony Davis, en 2012, s'il rentre dans la team alors qu'il est tout jeune, c'est qu'ils disent... Toi, dans 10 ans, tu prends le drapeau américain et t'éclates la gueule de tout le monde. D'ailleurs, normalement, voilà, il se blesse au pied, mais on a vu que l'autre, il éclate tout le monde. Mais ils seront moins nombreux, mais bien sûr, finalement, que les non-américains. Et ça sera une première dans l'histoire de la NBA. Clairement. On est sur une phase où ça ne peut que se confirmer. Et on a des pays qui sont même pas encore dans la position qu'on a vue avec le Canada. C'est-à-dire où le Canada, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont dit « Moi, j'ai grandi avec Vince Carter ». Le dunk contest de l'an 2000, donc il faut être 20 ans après. Si ça se trouve, là, il y a, comme on le sait, des garçons qui connaissaient un petit peu, quand même, avec l'histoire de la Grèce au basket, ou l'histoire de la Slovénie, qui connaissaient quand même quelques grosses stars, quand même, mais qui jamais n'ont eu l'impact des Giannis et des Doncic. Bah non, évidemment. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, dans 10 ans, on va se retrouver au premier tour de la draft, et on va dire, attends, mais sur les 10 premiers joueurs qui ont été sélectionnés... Il y a 3 Slovènes. Il y a 8 non-américains en fait. Parce que là, rien que là, on prend pour acquis totalement qu'il y a eu du Dyson Daniels, Australien, Bénédicte Mathurin, Canada et d'autres garçons qui ont été pris. Et Banchero qui il est italo-américain, mais il est italo. Mais italo quoi, quand même, vachement. Et il a dit qu'il allait jouer avec la sélection italienne. Moi, je pense que c'est que le début. Mais les Américains ont eu une frayeur quand ils ont vu notamment la doublette, entre guillemets, Bargnani-Andrew Bogut. C'est-à-dire qu'ils ont donné quand même... Ils ont testé, ils ont dit, tu sais quoi, après Yao Ming, mais les scouts n'avaient pas encore bien bossé. Mais le radar était le radar fallait l'ajuster. Ouais. Et après, t'as eu Jokic second tour, Giannis sorti de top 10 et Luka sorti de top 3. Oui. Où en fait, là, si tout ça est appuyé par un Victor potentiellement qui fait une dinguerie, touche du bois, on espère, ce sera le point d'exclamation sur une décennie en fait de pics de draft qui ont complètement explosé, quoi. Et peut-être que là, il y en a certains qui vont se dire... Ok, j'aime bien la G-League Ignite, mais aujourd'hui, est-ce que je vais aller me déplacer voir un match de NCAA ou est-ce que je vais aller voir un crack qui est en Italie et qui est en train de faire des bêtises ? La question, elle va se poser. Donc les plus forts, ce sont toujours les Américains. Oui. Mais ça passera aussi par... C'est comme ça, quoi. T'es d'accord, c'est vraiment comme ça. Ça se réduit. Ça se réduit, et je suis surtout hyper intéressé, comme tu l'as dit, par la suite. Parce que là, c'est un état des lieux, mais si tu regardes dans 4-5 ans, la tendance-là ne montre pas, et d'ailleurs c'est une discussion qu'ont les Américains entre eux, ils se disent, est-ce que notre système de formation, AU, NCAA, etc. Déjà, ils essaient de développer la G-League et en parallèle de la NCAA, c'est pas pour rien. Hein. Tout à fait, ils sont en train de se demander si leur système de formation n'est pas aussi en train de se faire rattraper par les cerveaux les plus développés du basket mondial, en fait. C'est vrai, et puis il y a aussi un fait qu'il faut pas négliger, c'est qu'avec l'internationalisation de la NBA qui a ouvert ses portes à tout un tas de joueurs et le scoutisme maintenant NBA, des scouts NBA, le recrutement qui se fait à l'international, bah en fait, tu as complètement ouvert le terrain de jeu des scouts. C'est-à-dire que maintenant, ça vient de checker l'Euroleague, ça vient de checker la Pro A, ça vient de checker le championnat grec, ça vient regarder le championnat australien. Je suis sûr que ça check bien fort tout ce qui se passe en Amérique du Sud également, l'Afrique. Donc, du coup... La Melo et Josh Giddey, ça vient de là-bas, hein, ça vient d'Australie. Hein. Forcément... Le panel, il y a combien d'habitants aux États-Unis ? 350 millions, un truc comme ça, dans ces eaux-là, quoi.
là, tu recrutes plus sur 350 millions de gars, plus quelques gars au pif. 4 milliards. Tu recrutes sur des milliards, mais bien sûr. Et bien sûr. Et bah forcément, ça diminue la proportion d'Américains. Par contre, ça fait augmenter le niveau de la ligue. Hein. Alors là, Bien sûr. le niveau de la ligue, là, il est to the roof, hein, comme on dit. Là-bas. J'ai une dernière question. Comme on dit en Slovénie. Tout à fait. J'ai une dernière question dans ces perspectives-là qu'on s'en va dans tous les sens. On a fait un top 10 all-time dans le top 100 all-time. On a mis du Abdul-Jabbar, du Jordan, du LeBron, du Magic, du Bird, du Duncan, du Kobe, du On n'a Shaq. pas mis de non-américains, je crois. On a eu Hakeem Olajuwon qui est venu. Border. Et on a Steph qui est en train de discuter avec KD pour rentrer dans les 10. Donc c'est les Américains. Donc c'est les Américains. Pour le moment, on a fait une entrée Dirk Nowitzki en fin de top 20. Ouais, par là, ouais. Et on s'est dit, bon, où en est Giannis ? Et on attend Luka. Giannis, depuis qu'on a fait le top 20, il a gagné quelques places. Il n'a pas compris. Non mais c'est vrai. Tout à fait. Il a gagné quelques places. Genre, le jour où on aura... Giannis, Dirk... Je suis très sérieux. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. D'ailleurs, on avait fait un classement des meilleurs internationaux et on s'est dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, il a une meilleure carrière que l'autre. Bon, bah merci, terminé. Mais c'est quand il y aura, je pense, quand on va commencer à dire que 2 des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport sont américains, que là, ça va commencer à secouer. 2 des meilleurs, donc 2 dans le top 10, quoi. Putain, si t'as 2 non-américains qui viennent squatter, c'est déjà déjà Quels sont les énorme. non-américains qui pourraient rentrer dans le top 10 all-time à terme ? Giannis, Luka. Déjà, il faut qu'eux fassent le taf. Jokic, tu lui rajoutes un titre, ça fait 2 MVP, des saisons comme on n'a pas vu depuis Larry Bird, et en plus une bague. Donc là, il va venir, il va faire genre... Bonjour, Dwayne Wade, Dirk, etc. Vous vous foutez le camp. Moi, Karl Malone, ça va bien, allez. Dégage, top 15. Il aura le droit. Mais il va falloir le faire. Parce que... Et Luka aussi, parce que Luka, il a le talent, hein, c'est bien évident. Sûr. Par contre, il va falloir autre chose. Mais la formation, donc les entraîneurs restent américains aux États-Unis. Donc moi, j'ai aussi hâte de voir quand est-ce qu'il y aura des premiers entraîneurs sur des bancs NBA qui sont... Il y en a 2-3. Hein. Ça va forcément arriver. Non, mais des titulaires, mais des head coach. Et il y en a eu 2-3 head coach, hein, Igor, Kokoskov et d'autres gars comme ça qui l'ont fait. Mais genre qui sont longtemps, qui sont là depuis longtemps. Exactement. Qui... Parce que là, c'est les pontes, c'est Pop, Spolstra, Rick Carlisle, etc. C'est ouais, les ou même Américains. les jeunes coachs qui arrivent, ce sont des Américains en fait finalement qui réussissent. Tu vois quand je sais pas comment t'as eu Udoka puis Mazzulla aux Celtics. Mike Malone qui fait le boulot. Vois, exactement. Voilà. C'est les coachs où il va avoir un côté intéressant parce que si en fait ces gars-là disent bon bah en fait j'ai réussi à mener ce gars-là le plus loin possible et qui est dans le top 10 all-time. Peut-être qu'il faut attendre aussi que ces anciens joueurs légendes finissent leur carrière et soient en âge de devenir d'éventuels coachs. Je sais pas moi, sans parler forcément des plus gros monstres, mais peut-être que des mecs à profil à la Ricky Rubio, ça peut donner des très bons coachs par exemple. Bien sûr. Par exemple, hein, tu vois, ou profil à Jokic en coach, non ? Il fait de l'équitation. On a foutre de coacher. Il coach des chevaux, des purs sang. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. L'écart se réduit. On en est où ? C'est qui les plus forts ? Comment est-ce que vous vous positionnez sur tout ce sujet ? Est-ce que vous souhaitez évidemment un match Team USA versus reste du monde ? Dans tous les cas, on vous fait plein de bisous. Continuez à faire confiance et suivez la nouvelle génération, ça va être incroyable. À très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao.